Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Merci, c'est noté. Donc, je crois, en ce qui concerne les événements, les anecdotes, les témoignages, etc., je laisserai ça après les interventions des lecteurs. Mais je compléterai seulement ce que mon collègue Guillaume vient de dire sur l'exercice lui-même de la production de ce livre. C'est un exercice difficile qui nous a été, donc on s'est affligé, entre guillemets, nous-mêmes, pour justement le choix méthodologique d'être historien professionnel. On a l'un et l'autre une relation intime avec le lieu, mais on ne voulait pas faire de témoignage, on voulait faire une construction historique, une étude historique. Donc, une dimension d'avoir une distance avec l'objet d'étude, ce n'est pas un exercice aisé. Mais on l'a fait. On l'a fait et on a essayé d'être, même au niveau du corpus, si vous voulez, de les interviewer, on est tous les deux. Parce que Guillaume y a habité 3 ans, et moi j'ai vécu des événements, j'ai habité quelques mois. J'ai participé à la grève de la faim de 74, mais j'étais à Lyon à l'époque, je n'étais pas encore historien, j'étais élève ingénieur, mais comme j'étais à l'UNEM avait organisé une grève de la faim pour empêcher justement la manœuvre de l'ambassade, c'est de fermer le salon. Parce qu'ils considéraient que c'était un lieu d'opposition et même de perversion vis-à-vis de l'État marocain. Donc on a fait une grève de la faim et tous les étudiants marocains d'Europe, pas seulement de France, y ont participé. Moi je représentais avec 2 autres étudiants, les étudiants de Lyon. Et j'ai fait 26 jours de grève de la faim. Mon frère y était en 1962 et mon fils y était en 1900, au moment où Guillaume y était, en 2014. Donc, il y a ce lien organique, il faut avoir une distance avec. Deuxième complication de l'exercice, c'est que j'ai proposé à Guillaume qu'on fait ce travail selon une méthodologie nouvelle d'historien. Juste pour Guillaume est plus jeune que moi, il est au niveau de la 3e génération, mais entre guillemets de la même écurie, qu'on peut appeler l'écurie René Galissot, donc qui m'a encadré. René Galissot et moi-même, on a encadré Pierre Vermeuren, et Pierre Vermeuren a encadré Guillaume. Donc vous voyez, c'est la 3e génération. Donc on est dans le milieu historique. Je proposais donc à Guillaume qu'on emploie la méthodologie des lieux de mémoire. C'est quoi cette méthodologie? C'est là mon intervention maintenant, mais le reste sur le factuel, c'est après la lecture. Alors, vous savez, l'histoire, depuis disons la 3e décennie du XXe siècle, a élargi son territoire. Avant, c'était de l'histoire politique, religieuse et diplomatique, les relations entre pays, les guerres, etc. Avec la création de l'école des annales, le territoire de l'historien s'est élargi. Donc toute l'activité humaine peut être objet d'histoire. Et que ce qu'on appelait le document, le diplôme, on l'appelait le diplôme à partir du latin, d'où l'histoire diplomatique. L'histoire diplomatique, en réalité, ce n'est pas l'histoire des diplomates. C'est l'histoire basée sur un document authentifié, etc. Le diplôme. C'est de là, donc, même au niveau d'arabe, on traduit le tarikh diplomatique, le tarikh الوثائقي.
bien sûr, qui se base sur le diplôme. Alors, l'école des annales a élargi le concept de document. C'est quoi le document? C'est pas seulement le document écrit. Peut être le document oral, peut être une iconographie, peut être un bâtiment lui-même, etc. Donc, des pièces de monnaie, en fait, compte l'habit même, etc. Les cimetières. Donc tout cela était, les cimetières nous enseignent beaucoup. Hein. Donc tout cela, ça élargit l'histoire, le champ de l'historien et le champ de l'histoire scientifique. Donc au sein de cet élargissement, l'histoire s'est mariée à d'autres disciplines scientifiques. En se mariant, elle était déjà mariée à la science politique, ça a donné l'histoire politique. Elle s'est mariée à la sociologie, ça a donné l'histoire sociale. Elle s'est mariée à l'économie, ça a donné l'histoire économique. Elle s'est mariée à la démographie, ça a donné la démographie historique. Elle s'est mariée à l'anthropologie, ça a donné l'anthropologie historique. Et elle s'est mariée aux mathématiques, et ça a donné l'histoire sérielle. Et l'histoire, les polygames est très, très, très productive. On peut tromper l'histoire à condition de lui faire un beau gosse. Mais on a fait pas mal de belles filles et de beaux gosses. Bon, alors, au niveau de l'anthropologie historique, une discipline s'est développée. C'est la discipline d'histoire des mentalités. Donc, c'est cette histoire des mentalités qui se base sur, disons, l'inconscient collectif intériorisé. L'inconscient collectif intériorisé et qui est commun, comme disaient les grands historiens, commun à Jules César et au dernier de ses soldats. Ou comme disait Michel Vauvel, qu'on vient de lui dire Guillaume, du grenier à la cave. Donc on passe par ce commun-là et qui est inconscient. C'est le logiciel intériorisé qui guide les comportements collectifs. Et c'est ça l'histoire des mentalités. Elle est plus profonde que l'histoire culturelle. Parce que l'histoire culturelle, il y a du conscient. Dans l'histoire des mentalités, la mentalité, c'est la structure qui est intériorisée, mais qui guide les comportements, surtout en période de crise. Alors, l'histoire des mentalités donc, explique les comportements, explique les mouvements, les grands mouvements de foule, les grands mouvements de... Donc, cette histoire des mentalités a enfanté l'histoire des lieux de mémoire. Donc, l'histoire des lieux de mémoire, c'est une dérivée, un prolongement de l'histoire des mentalités. C'est quoi un lieu de mémoire? Un lieu de mémoire, ce n'est pas seulement une bâtisse physique. Ça peut être une bâtisse physique. Ça peut être un personnage. De Gaulle est un lieu de mémoire. Clovis est un lieu de mémoire. Mohamed Khamis est un lieu de mémoire. Allah al-Fassi est un lieu de mémoire. Al-Karim al-Khattabi est un lieu de mémoire. Ça peut être un événement fondateur dans une société. Pour nous les Marocains, la bataille de Trois-Rois est un événement fondateur. On le sort. Le Massira al-Khadra, la marche verte, est un lieu de mémoire. Le Qarawiyyin est un lieu de mémoire. Sijil Massa est un lieu historique seulement, pas un lieu de mémoire. Donc, quelle est la différence entre un lieu historique et un lieu de mémoire? C'est que dans le lieu de mémoire qui est lieu historique, il y a un investissement continu de mémoire. Donc, il y a des gens qui investissent là-dedans. À chaque période, on a sa Qarawiyyin. À chaque période, on a son image de Mohamed V. À chaque période, on se reconstruit de Makhazin. À chaque période, on se remémore de Massira al-Khadra. Donc, il y a un investissement continu de mémoire. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, la Maison du Maroc, en quoi est-elle lieu de mémoire? Et pourquoi, à partir de 2002, il n'est plus lieu de mémoire? Parce qu'il n'y a plus d'investissement continu de mémoire. Qui investit? C'est des acteurs collectifs. L'acteur collectif à la Maison du Maroc, c'est la communauté des résidents. Elle est là, elle investit.
Elle investit quoi? Elle se remémore quoi? Donc nous, dans la construction théorique et méthodologique du livre, c'est le Watan. Parce que dès le départ, le projet colonial a échoué. Dès l'ouverture, 53, il a échoué. Les étudiants qui sont là-bas sont nationalistes contre la déposition du sultan, contre l'arrivée du général Guillaume. Vous voyez, dès les premiers jours. Et qu'est-ce que représentait Mohamed V? La légitimité marocaine. C'est quoi cette légitimité marocaine? Donc c'est, en France on disait la nation, mais comme la nation, ce n'est pas la Oumma, donc on a choisi le Watan, qui est un concept intermédiaire, c'est un peu plus grand que la patrie, un peu moins que la nation. Mais ce Watan, que le microcosme de la Maison du Maroc rendait vivant, donc c'est là l'investissement, rendait vivant, chacun y mettait son contenu. Le contenant était là, mais le contenu était différent, et les générations de résidents donnaient. Donc, on a donc un Watan patriotique et on a un Watan populiste, on a un Watan radical marxiste, on a un Watan qui est devenu Oumma islamiste. Il n'y a pas de grande rupture. Il n'y a pas de grande rupture parce que la société marocaine n'a pas encore inventé son concept de nation. Elle est toujours, comme je dis dans mes autres recherches, à l'antichambre de la modernité. Et c'est pour ça qu'on traduit Oumma par nation, et on a deux constitutions, la constitution écrite en français, qui a un autre référentiel, et la constitution écrite en arabe, elle est d'essence religieuse. Donc, parce que la société n'a pas encore créé sa Oumma. Bon, 2002, il y a eu donc fermeture après un squat d'une année, il y avait donc fermeture de la maison, et quand la maison a été rouverte en 2008, là, les étudiants ont changé, il n'y a plus de communauté, c'est l'individualisme, chacun est là, il n'y a plus d'activité. On est même arrivé au paradoxe que ceux qui organisent les activités, dont le fameux salon qui dérangeait le Maroc, c'est l'administration. Et les consulats et l'ambassade. Il faut une activité, des fois intéressante, hein, des fois des conférences qui sont pas mal, etc. Mais qui assistent? C'est des gens extérieurs qui viennent, et dans les 300 étudiants qui habitent la maison, il y a une dizaine ou une quinzaine qui assistent. Ce n'est pas toujours les mêmes, comme si ça ne les concerne pas. Il n'y a plus d'investissement de mémoire, et c'est pour ça que la maison n'est plus lieu de mémoire. Moi, j'avais écrit au départ, mais Guillaume m'en a dissuadé, dans le dernier chapitre, 10 lieux de mémoire au lieu de pouvoir. Et il m'a un peu... Il m'a calmé, il avait raison, on a dit un lieu institutionnalisé. Voilà un peu. C'est la méthodologie que nous avons essayé de faire. Pour moi, cet exercice était laborieux, difficile, surtout que ce travail, pour moi, c'est un premier travail dans un grand projet des lieux de mémoire du Maroc, que je suis en train de préparer, qui va embrasser à peu près 60 lieux de mémoire, entre événements, personnalités, etc. C'est un grand projet. Je n'arrive pas encore à faire un tour de table pour le financer, parce que ça demande un travail de 8 à 10 ans et une soixantaine de chercheurs pour travailler tout ça. C'est une machine très, vous le connaissez très bien, très compliquée. Mais ce livre, Inch'Allah, va nous aider à dire voilà ce que nous voulons faire. Comme ça, on collecte un peu plus d'argent. Merci beaucoup.